Bonjour et bienvenue dans ma cave. Aujourd'hui, je vais vous parler justement, non pas de ma cave, mais de votre cave, puisque ce qui est important, c'est de savoir constituer votre cave. Pourquoi faire sa cave finalement? Une cave, c'est le reflet finalement de son parcours, de ses découvertes, de ses rencontres, des plaisirs qu'on a pu ressentir et qu'on voudrait emprisonner quelque part pour mieux ensuite les distribuer, les partager ensuite. Remplir sa cave, c'est aussi simplement, pourquoi pas, faire un investissement, puisque une bouteille, ça coûte effectivement un peu d'argent. Et puis, quand on les garde, ça peut rapporter également. C'est un autre aspect de la cave qui était important dans sa gestion. Et puis ensuite, bien gérer sa cave, c'est à la fois faire rentrer du vin, vos coups de cœur, vos voyages, vos rendez-vous, vos cadeaux, etc. Mais c'est surtout savoir quand est-ce qu'il faut effectivement sortir les bouteilles de sa cave. Et c'est ce que je vous explique aujourd'hui, parce que effectivement, le vin, c'est une matière vivante. Ça va progresser, ça va donner arriver sur une période de plateau où il faut en profiter. Et après, ça a tendance à décliner. Et là, il faut que vous interveniez juste avant. C'est tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. L'intérêt de créer sa propre cave. Finalement, on a les vins à disposition. On a des vins au moment opportun. On a des vins qui se conservent plus ou moins longtemps. Et il faut savoir bien les conserver. Donc, bien les conserver, c'est déjà les mettre à plat parce que justement, le bouchon a besoin d'être tout le temps humecté. Donc, il faut absolument que le liquide de part et d'autre, ici à l'intérieur du bouchon, effectivement, puisse humecter le bouchon et garder toutes les qualités du bouchon. Ça, c'est le premier point. D'autres éléments techniques, je vais y revenir tout à l'heure. Mais c'est surtout avoir à disposition, effectivement, une gamme de vins qui correspondent à différents moments de vie. Par exemple, par rapport au lieu, ça va déjà déterminer le nombre de bouteilles que vous pouvez mettre. Si vous avez une toute petite cave, un tout petit casier, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de bouteilles. Par contre, il va falloir du coup les choisir avec précision, de manière à avoir des vins pour tout le monde de votre vie. La cave, c'est finalement le reflet de la façon dont vous vivez. Si vous recevez chez vous, si vous invitez chez des amis que vous apportez une bouteille, si vous recevez des amis de la famille, etc., vous allez avoir besoin quelque part. Évaluer ce besoin sur une période d'une année, par exemple, va vous permettre de moduler le volume dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, vous allez pouvoir vous dire, j'ai la chance d'avoir 2 ou 3 ans, entre guillemets, de stock personnel, ce qui va vous permettre à la fois d'avoir des vins que l'on peut garder, et ça représente en général 50% de la cave, c'est le conseil que je peux vous donner, et 50% de vins, effectivement, qui sont à boire un peu plus rapidement. Après, sur un volume beaucoup plus important de vin, vous avez un vieillissement beaucoup plus longtemps, puisqu'effectivement, il y a un effet de volume qui intervient. Mais sur une cave normale, allez, si vous avez la possibilité d'avoir une cinquantaine de bouteilles, ce qui est déjà pas mal pour une année, ça vous permet effectivement d'avoir effectivement à peu près moitié-moitié des vins de garde et moitié de conservation. Ou de consommation plus rapide. Rangez votre cave d'une façon efficace pour vous y retrouver assez facilement. Il y a plusieurs façons de ranger par couleur, bien entendu. Les blancs, les rouges, les rosés, les effervescents, c'est les 4 catégories principales. Et vous pouvez les ranger aussi par millésime, par région. Moi, je suggère surtout quand on n'a pas beaucoup de vin, de les ranger par période de maturité. Avoir des vins, on se dit, ces vins-là, je dois les boire en 2021. Ceux-là, je vais les boire en 2022. Ceux-là, je vais les boire en 2023, etc. Ça va vous permettre effectivement d'aller directement dans la partie qui correspond à la période de consommation. Et le plus important, c'est effectivement pour une cave et pour une gestion de cave, c'est quand on va boire les vins. Une cave idéale, c'est quoi? Alors ici, on est dans un endroit assez magique, mais même si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une cave comme ça, c'est un endroit où il y a une température constante, plutôt autour de 12 à 14 degrés. Mais la constance est vraiment très important. Dépourvu d'odeur, parce que finalement, par le bouchon et sa porosité, il y a une migration des odeurs qui peut se passer. La lumière est très importante aussi. Il faut le minimum de lumière possible, parce que sinon, le vin a finalement cette oxydation apporté par ce qu'on appelle le goût de lumière, donc qui se traduit comme ça. Et c'est vraiment pas terrible. Donc, on peut éteindre un endroit. En tout cas, il faut un endroit qui soit à l'abri de la lumière. Et puis, également, une bonne humidité, parce que le bouchon, dont je vous ai déjà parlé, effectivement, est humecté par l'intérieur, mais par l'extérieur, s'il est sec et que la cave est dans un environnement trop sec, il va dessécher. On va avoir des bouteilles couleuses qui vont effectivement permettre, malheureusement, d'avoir ce manque dans la bouteille qui va aussi favoriser l'oxydation et donc la fin un peu plus brutale de vos vins. Donc voilà les éléments factuels de conservation. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un dessous d'escalier à l'abri et dans un endroit frais, si vous avez une pièce plutôt au nord dans votre maison, si vous avez la chance d'avoir une cave effectivement enterrée qui respire, si vous avez éventuellement les moyens d'acheter une armoire cave,
Ce sont autant de possibilités, d'astuces qui permettent effectivement de conserver les vins dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il faut que ce soit un endroit où vous avez envie d'aller. Si vous avez la chance d'avoir une cave, effectivement, dans laquelle vous pouvez rentrer, c'est un endroit de convivialité. C'est le même endroit dans lequel on peut faire du réceptif et des dégustations. Donc, c'est une pièce, quelque part, de la maison que vous pouvez aménager d'une façon particulière. Moi, ici, j'ai récupéré, par exemple, des casiers que j'ai fabriqués avec des caisses de transport de vin. On peut très bien mettre des briques, du bois, etc., aménagé. Éviter les vibrations, c'est un point aussi très important. C'est pour ça que le bois est très absorbeur. Le fer, par exemple, selon les endroits, si ça vibre, n'est pas toujours recommandé, par exemple. Ensuite, prendre des repères. Moi, ici, j'ai numéroté mes casiers. J'ai un livre de cave qui permet effectivement de pouvoir suivre mon stock. Mais effectivement, on peut y mettre des numéros, on peut mettre des sigles, on peut mettre des noms de régions également qui permettent d'agrémenter. C'est doit être beau aussi, dans la mesure du possible, une cave, parce que les bouteilles sont magnifiques, les souvenirs qu'on en a sont autant, et les souvenirs à venir, en tout cas les perspectives sont heureuses. Donc c'est vrai qu'on peut agrémenter sa cave. J'ai même des amis qui adorent le vin et la littérature, et il y a une partie cave et une partie bibliothèque. Donc ça fait partie de ce que l'on ressentit. La cave, c'est vraiment le reflet de ce que l'on est quelque part. Donc ce sont ces voyages, ces rencontres, ces découvertes, les envies de transmission, et également, pourquoi pas, un certain nombre de souvenirs qui sont réunis dans cette cave, des souvenirs gustatifs, mais aussi des souvenirs visuels. Ça doit rester pratique, donc organisé. On peut pas, en vrac, c'est compliqué, notamment à gérer. Mais à partir du moment où c'est organisé, qu'on sait les vins qui sont à boire, les vins à garder, c'est l'essentiel pour pouvoir mieux en profiter. Vous êtes sûrement déjà posé la question de savoir comment constituer une cave complète et équilibrée, parce que ça, ce sont les vraies questions qu'on peut se poser. Je disais tout à l'heure que ça correspond aussi à votre vécu, à votre parcours, à vos rencontres, aux découvertes, aux cadeaux qu'on peut vous faire, etc. Il faut que ça corresponde aussi à vos besoins, effectivement, en fonction de la façon dont vous vivez. Ça va influencer automatiquement la constitution de votre cave. Et il faut y avoir des vins à la fois de consommation rapide. En général, ils sont à l'entrée de la cave parce que c'est l'accès le plus rapide et puis effectivement, c'est le réflexe. Des vins de demi-garde. Allez, on va rentrer un peu plus dans la garde. Et puis au fond de la cave, quelque part, l'endroit où vous allez le moins souvent. Il ne faut presque les oublier parce que des fois, on est tenté de les boire, ceux-là, et on sait que c'est toujours un petit peu tôt. Donc même si quand on reçoit une caisse de 12, on se dit, tiens, on va peut-être en ouvrir une pour voir ce que ça donne. Et puis de temps en temps, on en ouvre une pour voir aussi comment ça évolue, hein, parce qu'en fonction des caves, ça peut évoluer plus ou moins vite. Il y a la théorie et la pratique, comme toujours. Mais il faut mieux les oublier un petit peu, certains, et on est tellement heureux quand on les retrouve. C'est comme quand on va dans un magasin ou dans un endroit, on se dit, tiens, ou dans un grenier, ça fait, je ne pensais plus que j'avais encore ça. Et on est souvent très heureux de pouvoir effectivement y remettre la main dessus. Néanmoins, par exemple, dans la gamme de vins que je fais ici dans la Loire, avec les différentes caves, à Vouvray, à Saumur, en Muscadet ou ailleurs, on a effectivement des vins qui peuvent se boire tout de suite ou d'autres se conserver plus longtemps. L'effervescence, par exemple, Impétus ici en Crémant de Loire, c'est 2012. C'est déjà un vin qui a un certain nombre d'années. Il est mis sur le marché pour être dégusté en tant que tel. La cuvée Rendez-vous de Chancy ici, c'est 48 mois d'élevage sur latte. Donc ça veut dire un travail fait sur l'élevage avant la mise en marché qui fait que le vin va être déjà mûr, prêt à boire. C'est-à-dire que ces vins-là, vous allez les mettre dans des casiers ou dans des tiroirs accessibles assez rapidement parce que c'est un peu le vin qui est déjà prêt à consommer. Puis l'effervescence à l'apéritif, à l'accueil, tout ça, c'est juste magique. Si vous avez des vins blancs, quelques exemples ici, hein, le Clisson 2015, il a déjà un certain nombre d'années. Il est super bon à boire maintenant. Si vous le gardez un peu, ça va renforcer sa minéralité, ça va renforcer effectivement son effet terroir. Et quelque part, ça sera d'autant plus intéressant pour les gens qui aiment cette identité forte, cette singularité particulière. Si vous voulez des vins plutôt sur le fruit, les Sauvignons sont géniaux pour ça. Ici, en Touraine, avec la cave de Saint-Romain, on a des vins qui sont parfaits en l'état, avec la séduction, le côté exotique, les arômes plutôt fruités, acidulés. C'est le cas de Chenonceau, c'est le cas de la Dilecta également. Il n'y a pas d'intérêt spécialement à les garder très longtemps, mais ils peuvent se garder 2-3 ans de plus sans aucun problème. Mais ils sont déjà tellement plaisants aujourd'hui. Le Vouvray également, donc là on est sur du Chenin, c'est un cépage qui gagne à vieillir. Et si on veut retrouver aussi cette identité forte du terroir de tuffeau de Vouvray, il ne faut pas hésiter à le garder quelques années encore complémentaires. Il n'y a pas de risque, hein. Tous ces vins-là,
une dizaine d'années. Ils sont bâtis pour ça et il y a aucun risque de conservation, si ce n'est d'affirmer encore plus leur identité. Côté rouge, alors il y a différents cépages. Le Pinot Donis, par exemple, sur Vendôme, donne des vins qui sont assez tendres, assez fruités, assez séducteurs. Là, on est sur 2018, c'est déjà super agréable à boire. Dans 2-3 ans, ça sera encore mieux dans sa complexité. Côté Touraine, sur Saumur d'un côté, sur le Bourgueil de l'autre, on a des vins de Cabernet Franc qui sont juste magnifiques. C'est un grand cépage et c'est un cépage de garde. Sur Chinon aussi, on a des vins qui peuvent se garder facilement une dizaine d'années. Les plus anciens Chinons que j'ai eu l'occasion de goûter, ils avaient 50 ans, ils étaient encore complètement présents. Ça veut dire que ce sont effectivement des vins qui sont bâtis pour la garde. Faire sa cave, c'est bien, mais la gérer, c'est mieux. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le tout de mettre des bouteilles dans la cave, c'est quand est-ce qu'il faut les sortir et comment peut-on s'organiser pour les sortir finalement au bon moment. Alors on peut travailler au pifomètre, hein, ça marche plutôt pas mal quand on s'intéresse au vin. C'est-à-dire, voilà, ça, je la vois bien en ce moment, etc. On peut aussi, par rapport à ces notes de dégustation, parce que quand on goûte une bouteille, si on a une caisse de 12, on peut se mettre même quelques petits commentaires rapides. Hein, c'est pas la peine de faire une fiche technique complète, mais se dire, voilà, il était bien, je peux le garder encore, etc. Et de temps en temps, relire ces notes pour voir effectivement, un certain temps après, comment ça a évolué et remettre à jour ces notes. Ça, c'est vraiment très important. On peut aussi, aujourd'hui, il y a des outils de gestion. Hein. Tenir un petit livre de cave, c'est pas mal. Hein. Effectivement, en mettant quelques petites annotations. Ça permet de savoir aussi où on en est dans son stock et renouveler éventuellement dans de nouveaux millésimes pour pouvoir faire en sorte d'attendre les autres. Et puis aujourd'hui, il y a des outils aussi techniques. On peut aujourd'hui, avec un smartphone classique, flasher l'étiquette, on rentre des informations, vous pouvez rentrer justement votre stock. Il y a des programmes ou des applications qui existent aujourd'hui qui fonctionnent plutôt pas mal, ce qui permet en un coup d'œil, où que vous soyez, de se dire « Ah, il me reste encore tant de bouteilles de tel vin, etc. » Les applications permettent même, avec des conseils de sommelier, hein, de se dire si vous avez tel vin, la période idéale de consommation, c'est de telle année à telle année, par exemple. Et donc, ça vous permet vraiment de suivre les bouteilles. Ça, ce sont des outils qui sont assez pratiques en matière de conservation. Ensuite, un petit conseil également, si vous pouvez stocker en magnum, c'est pas mal. Parce que les bouteilles, c'est 75 centilitres. Le magnum, c'est 150 centilitres par définition. Mais surtout, la quantité d'air dans un magnum est la même quasiment que dans une bouteille, mais il y a 2 fois plus de vin. Donc, ça se conserve effectivement nettement mieux. Pas 2 fois, mais 1 fois et demie mieux. Ça veut dire que si vous avez des vins dont vous voulez vraiment les garder à long terme, privilégiez plutôt les gros flacons. Et puis, un magnum, voilà, quand on est dans une tablée entre amis, finalement, le magnum, il a son utilité. Et ça fait toujours un beau flacon, une bonne bouteille que souvent les gens gardent. Et c'est bien de garder des souvenirs, mais c'est pas mal de garder des flacons aussi. J'ai le plaisir de travailler depuis un certain nombre d'années avec une structure qui fédère parmi les plus belles caves coopératives du Val-de-Loire et d'élaborer avec eux, leurs équipes, les vignerons qui composent effectivement cet ensemble de personnalités, d'un certain nombre de cuvées. Par exemple, ici, avec la cave Robert et Marcel, à Saumur, avec ce magnifique crément de Loire, Impétus, le château du Bellay sur Saumur-Champigny, mais également la Butte Rouge et d'autres très belles cuvées de Saumur. Bourgueil également, qui fait partie voilà, de Robert et Marcel. Sur le secteur du Muscadet, les vignerons de la Noël, par exemple, ici avec ce cru Clisson magnifique sur les granites affleurants, avec la cave de Saint-Romain dans le Cher. 2 très belles cuvées, la Dilecta, et puis les fameux Touraine Chenonceau, avec effectivement la vue sur le Cher. La cave de Vouvray, les producteurs de Vouvray, célèbres pour ses vins effervescents, bien entendu, avec des Vouvray voilà, pétillants, effervescents, magnifiques. Et puis également des Vouvray secs, voire des moelleux ou des liquoreux. Sur la cave de Vendôme, très intéressante également, je fais une cuvée notamment de Pinot de Nice. Ce n'est pas le seul cépage, mais c'est un cépage qui est emblématique de cette appellation. Sur la cave à Chinon, avec les vignerons du Cru Paradis, on fait des rouges de Cabernet Franc magnifiques également, et des blancs qui sont remarquables aussi. Et puis, voilà à peu près le tour d'horizon de ce vignoble de la Loire que je vous propose aujourd'hui.